En France, globalement, même depuis les accords du GATT à l'époque, lorsque Lionel Jospin était Premier ministre, on est contre quasiment tous les accords de libre-échange. Pourquoi ? Parce que la France, traditionnellement, dans le cadre d'un accord de libre-échange, est principalement perdante. Parce qu'en fait, on ouvre notre économie à la concurrence extérieure. Or, notre économie n'est pas faite pour affronter la concurrence extérieure, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou que ce soit avec des pays extérieurs, en raison de deux choses principales, la question de la compétitivité coût et la question de la compétitivité hors coût. Donc à chaque fois que vous avez un sujet, vous avez des industries, des ouvriers, des agriculteurs, etc., qui écrivent à des élus et qui disent « si par cas on fait un accord de libre-échange, on va mourir et on va perdre notre emploi ». Donc les élus font remonter cette information au pouvoir public et au pouvoir européen. Et à chaque fois, on a à peu près la même chose. On est les seuls, parce que globalement, l'accord, c'est vrai, du Mercosur va servir en termes d'Union européenne. Je crois qu'on estime à entre 0,4 points et 1 point de croissance. Et surtout, c'est une question stratégique. C'est pour ne pas laisser les Chinois seuls en Amérique du Sud, parce qu'on a démontré en fait que si par cas les Chinois étaient seuls, notamment en Afrique, en fait, on perdait nos parts de marché. Mais globalement, l'ensemble de l'Union européenne est plutôt pour, parce qu'eux, ils ont fait les efforts nécessaires en termes de compétitivité, que ce soit notamment l'Allemagne et l'Italie. En termes d'industriel, ils seront plutôt gagnants. Et nous, on est perdants à chaque fois, parce que notre secteur économique repose à peu près sur deux choses, le tourisme et le luxe. Et donc, à chaque fois qu'on fait des accords de libre-échange, en fait, nous, on gagne sur ces points-là et sur tous les autres secteurs, industriels, agriculture, on perd. Donc, pour revenir sur la question agricole, c'est à peu près très simple, les agriculteurs, en fait, que ce soit des fake news ou pas, ils ont peur d'une chose, c'est qu'à chaque ouverture de concurrence, ils vont perdre notamment des parts de marché. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez les importations... Ça dépend des filières. Il y a des filières qui vont gagner. C'est les grandes filières de luxe qui gagnent et c'est les petites filières... Et l'alcool, non. Y compris dans l'agriculture, non. Le lait, le fromage, c'est des grands marchés qui s'ouvrent pour le... Mais pour les... La viande, le miel, le sucre, c'est plus compliqué. Ce qui est plus grand public, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Pour illustrer par un chiffre. En 2000, ce sont des filières grand public. En 2000, on était à 26 milliards d'euros d'importation sur les filières agricoles. Et maintenant, en 2019, on est à 56 milliards. Donc, traduction, le déficit commercial en termes d'agricole a perdu 26 milliards d'euros. Si par cas, vous perdez 26 milliards d'euros sur un secteur industriel, le secteur industriel est complètement en difficulté. Donc, quelles sont les solutions à faire ? La solution, c'est deux choses. Soit vous restaurez votre compétitivité coût, soit vous restaurez votre compétitivité hors coût. Or, les agriculteurs sont déjà payés de manière très médiocre. Ils sont payés à 1 400 € par mois pour 53 heures de travail hebdomadaire. Donc, si par cas, vous les réduisez encore les salaires, il ne reste pas grand-chose pour vivre. Il reste une deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la compétitivité hors coût. Donc vous avez l'innovation et notamment ce que demandent les agriculteurs, les questions de réglementation. Ils estiment que les réglementations françaises sont plus dures pour les producteurs français, que les réglementations européennes sont plus dures pour les producteurs européens que pour ceux qui viennent de l'étranger. Donc ils demandent au pouvoir public français d'aligner la réglementation française sur la réglementation européenne et ils demandent ce qu'on appelle un bouclier écologique pour que les produits qui arrivent de l'extérieur soient aux mêmes normes que les normes européennes. Et donc, c'est ça l'ensemble des sujets. Et à chaque fois, on perd parce que notamment les Allemands et les pays du Nord ne veulent pas en entendre parler. Alors, réponse... Ça, en tout cas par rapport à l'Allemagne, certainement, mais par rapport à d'autres pays aussi. Déjà, c'est une particularité française dans la mesure où d'autres pays ont encadré le droit de grève. C'est-à-dire que nous, on a une spécificité, c'est que le droit de grève provient du préambule de la Constitution de 1946, qui est intégré au bloc de constitutionnalité et donc qui est protégé par la Constitution depuis la décision liberté d'association du Conseil constitutionnel de 1971. Je le connais par cœur. Donc, ça, je me rappelle, ça, c'est mes cours de droit. Ça, c'est la première partie. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez encadré et protégé le droit de grève de manière constitutionnelle, et ce qui est au plus haut dans la hiérarchie des normes, c'est difficile d'encadrer le droit de grève. D'autres pays comme l'Italie ont décidé en disant, voilà, à certains moments de l'année, il est interdit de faire grève, notamment pour des raisons spécifiques, pour des raisons historiques, pour ne pas perturber les voyageurs, parce qu'ils essayent de concilier deux principes, qui est celle du droit de grève et celle de la liberté de circulation, et donc la liberté individuelle de pouvoir circuler. En France, on considère que le droit de grève est supérieur à la liberté de circulation. Par conséquent, à chaque fois qu'un législateur ou un pouvoir public essaie d'encadrer le droit de grève, il se fait retoquer par le Conseil constitutionnel. Là où on a une difficulté maintenant, c'est que de plus en plus de Français sont contre le droit de grève de la SNCF et souhaitent l'encadrer, alors que ce n'était pas forcément les mêmes sondages. En 1995, lorsqu'il y avait le plan Juppé. Lorsqu'il y avait le plan Juppé, il y avait 75% des Français qui étaient pour les manifestants et notamment pour soutenir les régimes spéciaux. Là maintenant, les Français, lorsqu'un dernier sondage a été sorti, 62% des Français sont contre le droit de grève de la SNCF pendant les périodes de fête. Donc vous avez véritablement un renversement de l'opinion publique. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme vous l'avez dit, la SNCF fait grève chaque année et à chaque fois, ils obtiennent gain de cause. Le problème des gains de cause, c'est qu'ils sont payés par l'ensemble du contribuable. Pour une raison simple, c'est que on prend la dernière fois, je crois que c'était le régime spécial de la SNCF.
le régime spécial des cheminots coûte 4 à 5 milliards d'euros pour l'ensemble des contribuables et explique pour une grande partie du déficit du régime des retraites. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une réforme de retraite à 12 milliards, il y a une partie qui sert aux cheminots. L'autre point, c'est que la SNCF, malheureusement, est souvent en déficit. Donc, je crois que c'était 58 ou 50 milliards de déficit en 2020, que l'État a repris en partie, une partie à 20 milliards et maintenant à 10 milliards d'euros de reprise. Et donc, si par cas vous reprenez la dette, c'est l'ensemble des contribuables qui payent. Et le dernier point, c'est sur une question de prestation. Une grande partie de nos concitoyens considèrent que la SNCF doit présenter un des meilleurs moyens écologiques, seulement il a 2 problèmes. C'est qu'il est trop cher par rapport à leur pouvoir d'achat et qu'ils ont des moyens alternatifs qui sont beaucoup moins chers, notamment l'avion. Alors, le fret français va quand même... Même si par cas ils veulent l'annuler à la réforme, ils peuvent juste la reporter dans le temps. Mais de toute façon, dans 3 ans, on aura encore le même sujet. Donc on aura une grève... L'Union européenne veut que ça ouvre à la concurrence. Et donc, ça fait 5 à 10 ans qu'on essaie de reporter le sujet pour des raisons de mobilisation, pour des raisons de grève, etc. Mais in fine, on sera en contradiction avec la Cour de justice de l'Union européenne qui va nous dire, si par cas vous n'appliquez pas telle directive X je ne sais plus combien, et ben vous aurez ce qu'on appelle une amende par jour. Donc, une astreinte, c'est-à-dire que tant qu'on n'appliquera pas le droit de l'Union européenne, on paiera 500 000, 1 million d'euros par jour d'amende. Et au vu du déficit de la SNCF, ça paraît compliqué de pouvoir justifier auprès du contribuable que vous allez payer 500 000 à 1 million d'euros d'amende par jour pour non-application des règles européennes. Donc, lorsque vous prenez le poids des taxes dans un billet d'avion, ça peut représenter entre 20% et 40%. Lorsque vous achetez un billet d'avion, vous voyez, en fait, il y a le prix normal et puis après, il y a le prix avec les taxes et ça représente notamment une grande partie du billet. Or, le modèle de l'aviation actuelle a été remplacé notamment par ce qu'on appelle les modèles low cost. Les modèles low cost, leur objectif, parce que maintenant, quand vous prenez un billet, vous ne tapez pas sur votre compagnie préférée, vous tapez billet d'avion, etc. Et vous prenez le billet qui est le moins cher pour des raisons économiques. Si par cas, vous perdez 5, 6, 7, 8 euros, et bien que votre prix prend 20% ou 30%. En fait, le consommateur, traditionnellement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le billet qui est le moins cher. Et pour l'objectif de ces compagnies, je pense que c'est pour ça qu'il y a une grande partie de grève, c'est qu'en fait, leur objectif, c'est non pas d'avoir le billet qui soit 10 euros moins cher ou pas, c'est d'avoir le billet le moins cher par rapport à leurs concurrents. Or, si vous augmentez le prix, ils ne se dirigent pas vers leur compagnie, et vous avez des compagnies dont le modèle spécifique est construit spécifiquement sur le low cost et sur la compétitivité coût. L'autre point aussi, c'est ce qui a été rappelé, c'est la concurrence internationale. C'est-à-dire que si par cas vous avez des avions qui viennent, qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, parce que notamment il y a des contraintes inégales en termes d'environnement, que ce soit dans l'Union européenne ou dans le monde, des compagnies aériennes en fait vont être déficitaires par rapport à ça. Et c'est le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est que les grandes compagnies d'avions en fait ont été très durement touchées par la période Covid et sont à peine en train de restaurer leurs marges. Donc si par cas vous les pénalisez davantage, certaines qui sont déjà à peine à la survie pourraient passer de la survie au dépôt de bilan. Oui, on a pu voir ces dernières là dans les années qui viennent peut-être. Il y a un premier enjeu, c'est le contexte économique qui est mauvais. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise économie en Chine. On parlait de la conjoncture tout à l'heure. La conjoncture n'est pas bonne avec la manque de reprise en Chine. Est-ce que nous, on n'est pas bon en plus ? En plus, il y a 2 points. C'est que la montée de l'inflation a entraîné 2 conséquences. C'est la montée des coûts pour les entreprises à tous les niveaux de production, financiers, en termes de financement, avec le taux d'intérêt, en termes de coûts d'entreprise, etc. Plus, en fait, ça a eu un impact sur la consommation. C'est-à-dire que comme les ménages ont eu une augmentation de l'inflation, ils ont consommé moins, donc ça remplissait moins les carnets de commandes. Ça a été rajouté, à laquelle vous rajoutez en fait une incertitude politique, c'est-à-dire que l'élection législative et le fait que Barnier puisse tomber tous les 3 mois avec une motion de censure conjointe NFP-RN fait dire aux entrepreneurs qu'en fait vous avez une difficulté. Si par cas vous avez une motion de censure, Barnier tombe automatiquement. Et donc au-delà même des mesures stricto sensu, si par cas vous ne pouvez pas vous projeter avec quelle politique va être menée, vous êtes dans une situation d'incertitude et vous ne pouvez pas investir, etc. Ça n'incite pas à pouvoir créer des emplois, à pouvoir développer une stratégie économique ou pouvoir investir sur tel ou tel réseau. Et le dernier point, je pense, qui pose problème, c'est la question de la montée des coûts à travers la montée des taxes. C'est-à-dire que l'augmentation des taxes à l'Assemblée nationale fait dire à une grande partie des entreprises qu'il faut provisionner pour des questions de marge. Et en fait, la politique de l'offre avec Macron n'a pas servi à la compétitivité, ça a servi à restaurer les marges des entreprises. Cette marge des entreprises a été cassée par le Covid. Et après, maintenant, les dernières taxes sont là pour ronger les derniers gains de compétitivité, les derniers gains de marge permis par Emmanuel Macron. Et donc, l'entreprise se dit il vaut mieux licencier maintenant pour restaurer nos marges, pour faire face à la crise éventuelle et le manque d'activité économique l'année prochaine. Merci à tous les 4 d'avoir